De Pythagore à Kepler, relation entre musique et astronomie. Au sommaire de ce soir, je vais présenter l'histoire, qu'est-ce qui nous a apporté la vision moderne qu'on a de l'astronomie, du système solaire. Je vais me contenter du système solaire. Et je présenterai aussi le développement de la science musicale de façon assez succincte. Aussi, par rapport à l'histoire de l'astronomie, je présenterai de façon assez succincte. Je vais présenter principalement ce grand choc qu'il y a eu à peu près du 15e au 18e siècle, qu'on a appelé la controverse ptoléméo-copernicienne. Voilà, il fallait qu'on donne un nom très compliqué tellement que c'était des bouleversements. Et puis dans la deuxième partie, je vais vous présenter des éléments théoriques sur la musique. Je vais vous présenter les différentes gammes. J'ai apporté mon piano pour ça, pour que vous puissiez entendre les différentes gammes qui existent, qui ont été trouvées à travers les différentes recherches dans la science de la musique. Et je terminerai par un lien qui peut être fait entre la musique et les planètes, par une petite étude qui a été faite par Howard lors des cours Quadrivium, et que je vous présenterai. Donc je vais faire un peu de musique aussi. Donc c'est une conférence où il y a des choses à regarder et puis des choses à entendre. Sur la droite, là, c'est une image de Robert Fludd, le monocorde divin, où on voit une main comme ça qui semble accorder une longue corde avec posée dessus comme sur des barrettes d'une guitare, différentes choses, comme si chaque chose était une note de musique et qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'accorder pour que tout ça résonne correctement. Alors, commençons par le commencement au niveau de ce qui a vraiment impacté notre civilisation aujourd'hui contemporaine. Pythagore, c'est quelqu'un qui est assez particulier parce que malgré qu'il n'ait jamais rien tenté de laisser à la postérité, c'est-à-dire qu'il était uniquement dans un enseignement oral, il était dans une continuation d'une tradition où on reçoit un enseignement et de son vivant, on tente de le retransmettre à d'autres personnes qui peut-être elles aussi le retransmettront à d'autres personnes, et comme ça de continuer de façon orale à maintenir un certain enseignement. Mais la particularité de Pythagore, c'est que certains de ses élèves ont décidé d'écrire des choses qu'il enseignait. Alors que c'était interdit, dans l'enseignement oral, on interdit l'écriture. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on connaît Pythagore, mais pas parce que lui a parlé de lui-même, mais parce que d'autres ont parlé de lui. Et c'est très très intéressant cette petite différence, parce que, en quelque sorte, on a la chance de pouvoir avoir un enseignement qui normalement est un enseignement qui demande des efforts, puisqu'il faut rester à écouter quelqu'un et il faut trouver la personne qui connaît. Dans les enseignements oraux, il y a une certaine initiation à avoir pour recevoir l'enseignement, et nous on l'apprend à l'école à partir du CE1, quoi. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que certains éléments comme ça d'une tradition orale sont rentrés dans le grand courant de la vie et sont passés dans un enseignement plus traditionnel avec de l'écriture. Et du coup, ça nous permet d'avoir certains éléments qui ne sont pas des éléments de la science ordinaire, des éléments d'une tradition orale. Alors, sur ce dessin qui s'appelle La légende étant noire sur un fond noir, c'est des pythagoréciens célébrant le lever du soleil. Et on les voit avec des instruments de musique, voilà, en train de célébrer le lever du soleil. Quelques mots quand même sur Pythagore. Donc Pythagore, il a énormément étudié. Il a étudié en Égypte, il a étudié en Mésopotamie. C'est un grec, mais il a aussi fini sa vie en Italie.
Et il est vraiment entouré de tout un tas de légendes le concernant. Mais déjà, on le considère aujourd'hui comme un philosophe et un scientifique, mais il a aussi été le maître de beaucoup de personnes. Il avait une école, il enseignait à des personnes. Donc il enseignait les 4 voies qui permettaient de relier à l'esprit, qu'on a appelé plus tard le quadrivium, c'est-à-dire les nombres, la musique, l'astronomie et la géométrie. Et donc, à travers ces 4 sciences-là, et les nombres étant au cœur, les pythagoriciens étaient vraiment des personnes qui mettaient les nombres au centre de toute la relation à un monde supérieur. Et donc, Pythagore a transmis cet enseignement, sûrement qu'il a lui-même reçu d'Égypte et de Babylone et de partout où il a été, enfin de Mésopotamie. Et c'est assez intéressant de regarder son histoire, parce que on raconte qu'il avait certains pouvoirs, notamment de ressusciter des animaux ou de se dédoubler. Enfin, c'est pas juste un gars qui disait des choses intelligentes et qui faisait des calculs, quoi. Il avait un certain rôle, un peu de gourou, quoi, hein. Il avait une école autour de lui. Et ça en fait vraiment quelqu'un de différent de tout un tas de philosophes ou de scientifiques grecs ou romains qu'on peut connaître. Et donc, il a énormément travaillé sur la musique, sur la géométrie. On connaît le fameux triangle de Pythagore, 3, 4, 5, le théorème de Pythagore. On connaît un peu moins ses travaux sur la musique que je vais vous présenter maintenant. Mais comme je vous dis, tous ces éléments, c'était de la science dans un but de se relier à l'esprit, dans un travail vraiment intérieur. Donc je parlais de l'école du quadrivium, les nombres, la géométrie, la musique et l'astronomie. Il y a aussi 3 autres sciences qu'on appelle le trivium, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et ces 7 sciences, ou ces 7 arts, ces 7 moyens, étaient appelés les arts libéraux. Donc je rappelle, c'est important de comprendre que ces 7 éléments étaient considérés comme des moyens. C'est-à-dire qu'on utilisait la géométrie, la musique, l'astronomie, les nombres, dans une tentative de recherche, intérieure et de relation à l'esprit. Donc c'était pas uniquement pour pouvoir juste être capable de résoudre l'énigme, ou je sais pas, quel peut être le but des scientifiques aujourd'hui, de trouver la solution et du coup de faire la une de tous les journaux TV, ou je ne sais pas quel est le but des scientifiques aujourd'hui, mais à l'époque de l'école du quadrivium, le but était vraiment personnel et il ne s'agissait pas de chercher des choses pour pouvoir en parler ensuite, quoi. Il s'agissait de chercher des choses pour pouvoir mieux comprendre qui je suis. Et j'ai mis ici une photo donc de Chartres, de la cathédrale de Chartres, puisque l'école du quadrivium a duré de Pythagore jusqu'à Chartres, avec des moments où elle était moins présente, mais cette tradition a continué comme ça pendant très longtemps. Et donc, c'était vraiment les bases de l'éducation antique. On recevait l'enseignement à travers ces éléments. Alors, j'en viens maintenant à une période qui a été vraiment une période décisive de notre histoire. C'est la période qui va du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Donc là, la période de construction des cathédrales, quand même, elle est bien terminée. Et c'est ce qu'on commence à appeler la Renaissance, hein. Donc le XVe siècle, c'est un peu la période de la Renaissance. Et à cette période, il y a une personne qui s'appelle Copernic. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Copernic. C'est quand même un nom qui est assez connu aujourd'hui.
Copernic, il fait des travaux sur le système solaire, mais il est un peu gêné parce qu'à cette époque-là aussi, il y a une très très forte présence de la religion dans toute la vie, et notamment par rapport à l'astronomie, c'est principalement des religieux, des scientifiques religieux, on peut dire, qui détiennent la bonne version de la science et de l'astronomie, de comment on doit considérer notre système solaire. Et cette version du système solaire, c'est la version de Ptolémée. C'est une version géocentrique, c'est-à-dire qui positionne la Terre au centre de notre système solaire. Donc, selon cette science, la Terre est au centre et toutes les planètes, et le Soleil, et la Lune tournent autour de la Terre, et tout ça forme un ensemble avec la Terre au centre. Et Copernic, lui, il fait des études pour éventuellement revoir ce dogme-là, et il propose, alors je vais faire attention de comment je le dis, disons qu'il trouve une solution qui permet d'expliquer tout le mouvement des planètes et du Soleil et de la Lune, et qui positionne le Soleil au centre du système solaire. Pourquoi je ne dis pas il propose? Parce qu'en réalité, ce travail qu'il fait, il ne le publie jamais. Et c'est l'année de sa mort que quelqu'un d'autre décide de publier ses travaux sur cette façon de voir le système solaire. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que, encore une fois, le système qu'on a actuellement, c'est un système qui a été trouvé par quelqu'un qui n'a pas décidé d'en parler. Donc, comme je disais, Pythagore, on a reçu ces informations de Pythagore alors que lui, il avait décidé de ne pas en parler. Et Copernic, on a reçu encore ses travaux alors que lui-même avait décidé de ne pas en parler. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, notre monde, en tout cas dans ce domaine-là, se base sur des travaux de personnes à qui on a volé un peu le travail, quoi. Bon, ça c'est un fait comme ça, mais je trouve intéressant parce que du coup, des personnes qui ont été par ce processus de recherche et qui avaient pris la décision de ne pas en parler, eh ben, on n'a pas éventuellement considéré ce fait-là. Alors, je vous ai mis du coup le système de Ptolémée et le système de Copernic l'un à côté de l'autre, et je voulais juste vous attirer votre attention. Donc, vous voyez, Ptolémée, on a la Terre au centre, et puis l'orbite la plus proche, c'est la Lune, et ensuite viennent Mercure, Vénus, ensuite le Soleil, c'est-à-dire que dans la distance de la planète, le Soleil vient en quatrième position à partir de la Terre. Et ensuite, derrière le Soleil, on a Mars, Jupiter et Saturne. C'est-à-dire que dans ce système-là, vous voyez, on a un certain ordre on peut se demander pourquoi est-ce qu'on vient mettre le Soleil entre Vénus et Mars. Et dans le système de Copernic, donc lui il met le Soleil au centre, et ensuite Mercure, Vénus, la Terre et la Lune sur une même orbite, Mars, Jupiter et Saturne. Enfin, la Terre et la Lune tournant autour de la Terre, hein, et voilà, il en fait bien un satellite de la Terre, Copernic. Mais donc, je voudrais juste attirer votre attention sur un petit détail, c'est que si on prend juste de la Lune à Saturne dans le système de Ptolémée, qu'on numérote de 1 à 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le Soleil se trouve au centre de ce système. C'est-à-dire qu'on positionne la Terre au centre d'un monde, mais par rapport au système solaire, on positionne le Soleil au centre de toutes les autres planètes. Et je voudrais juste vous proposer de réfléchir par rapport peut-être
aux symboles que ce schéma représente, en essayant d'écarter la dimension physico-physique d'un soleil au centre avec tout qui tourne autour. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas revenir en arrière, mais dans le monocorde de Robert Ludd que j'ai montré au début, le soleil aussi était positionné au centre des planètes. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à se poser comme question. C'est ce Ptolémée. Alors, moi j'en suis convaincu, mais ça après c'est à chacun de se poser la question. Ce système qu'il a construit n'est-il pas un système justement plus abouti au niveau de la réalité humaine de la place de l'homme dans le système solaire? Et en fait, le système de Copernic, est-ce qu'il n'est pas juste une sorte de facilité pour calculer, mais pas une réalité de ce que l'homme vit sur Terre par rapport au système solaire? Et donc je vous rappelle que Copernic n'a pas publié son travail. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. Alors vient ensuite Johannes Kepler. Johannes Kepler, c'était quelqu'un qui avait... Alors, juste, non, j'ai oublié quelque chose d'assez important. C'est que la controverse ptoléméo-copernicienne, en fait, elle s'appelle comme ça, mais c'est principalement Galilée qui est responsable du conflit qu'il y a eu entre l'Église et la science. Il ne faut surtout pas que j'oublie de parler de ça, parce que c'est ça qui détermine beaucoup de choses après. Galilée, il vient après Copernic. Copernic, il meurt en 1495, si ma mémoire est bonne. Et Galilée, il vit entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Et c'est aussi un grand astronome, il est très, très réputé. Mais lui, il soutient la thèse de Copernic, donc contre l'Église. C'est important de comprendre ça, c'est que quand la théorie le travail de Copernic sort, ça remue un peu l'Église quand même, parce que l'Église dit « Ok, bon, on trouve effectivement, on ne peut pas réfuter le fait que c'est correct au niveau des calculs, mais on ne peut pas en faire le système de base de notre science, parce que le système de base c'est ça, et il ne faut surtout pas que ça change. » Et donc Galilée, lui, il dit, ben non, si, c'est important de dire que c'est ça le système, avec le Soleil, avec un système héliocentrique, c'est ça que... Donc il revendique, et pour lui c'est important que l'Église adopte le système héliocentrique. Et le pape de l'époque lui dit, écoute Galilée, tu connais bien, toi, dans toutes ces questions, écris un livre qui résume tous les théories sur le système solaire, et essaye de faire comme ça un livre, mais qui mettrait quand même plus en avant le système géocentrique pour que les gens aient bien compris que c'est celui-là qu'on veut garder. Et qu'est-ce qu'il fait Galilée? Il écrit ce livre, sauf qu'il met en avant le système héliocentrique. Il va contre la demande du pape et il défend le système héliocentrique, qui est un système qui, l'Église reconnaît que c'est important pour les calculs, mais ne veut pas reconnaître son importance par rapport à ce que la religion transmet comme message. Et donc il y a un procès, Galilée est condamné pour son travail, et le pape Jean-Paul II a quand même reconnu publiquement l'erreur de l'Église par rapport à ça. Donc les livres ont été interdits, tous les livres qui parlaient du système héliocentrique. Après cette polémique, c'est aussi un peu la période de l'Inquisition, hein, donc on n'est pas dans un truc peace and love, vraiment, c'est un peu tendu hein, au niveau de ce que font les religieux. Ils brûlent pas mal de monde, etc. Et donc, il y a des livres qui sont interdits, il y a une sorte d'interdiction de parler de ce système-là. Et puis, au fur et à mesure, l'Église perd de la force et au fur et à mesure, finalement, on décide de remettre le système héliocentrique. On accepte que des livres soient de nouveau publiés
Et comme je disais, donc, pendant le règne de Jean-Paul II, il a mis un peu la dernière couche pour clore cette histoire en reconnaissant publiquement l'erreur de l'Église d'avoir interdit et d'avoir tenté d'empêcher le système héliocentrique de devenir le système principal. Et donc aujourd'hui, plus personne ne conteste le système héliocentrique, c'est ce qu'on apprend à l'école, et si quelqu'un dit « bah oui, la Terre est au centre du système solaire », passe pour un débile, quoi. Et donc, mais c'est important de comprendre d'où on vient, quoi, hein. Parce que c'est toute notre mental qui est conditionné par ça, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on pense au système solaire et tout ça, on voit un soleil au centre avec tout qui tourne autour, nous on se met à une certaine position dans ce système et tout ça. Tout ça, c'est quand même important de se rendre compte de l'impact que ça a sur notre perception du système solaire. Donc, Johannes Kepler. Donc Johannes Kepler, c'était quelqu'un de très croyant. C'est quelqu'un qui a jamais réfuté l'importance de la religion et qui, dans ses ouvrages, rappelle en permanence cette tentative de relation à l'esprit qui était défendue par les anciennes écoles. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Johannes Kepler? C'est qu'il va aller beaucoup plus loin dans l'étude de Copernic sur ce système héliocentrique et il va présenter un certain nombre de lois, et notamment le fait que ce sont des ellipses, que les orbites des planètes sont des ellipses et non pas des cercles, parce que ça c'est un autre élément que la religion, dans son approche du système solaire, avait depuis longtemps, c'est que tout ce qui se trouve dans le ciel doit être circulaire, parce que le cercle c'est parfait, et donc c'est une bonne représentation du ciel. Et Johannes Kepler, lui, il propose, pour le calcul des orbites, pour le calcul des révolutions des planètes, un système beaucoup plus précis, mais qui inclut les orbites, les ellipses, donc avec 2 foyers par rapport au calcul des orbites. Et puis il y a un certain nombre de lois aussi qui présentent par rapport à la vitesse et par rapport aux ellipses. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, on calcule les orbites et les révolutions des planètes et tout ça, suivant les lois de Johannes Kepler. Donc Johannes Kepler a en quelque sorte renforcé énormément la précision du calcul des révolutions et des orbites des planètes. Et aujourd'hui encore, c'est grâce à son travail qu'on a maintenant des moyens technologiques qui nous permettent d'être beaucoup plus précis, mais c'est suivant les mêmes lois. Ces lois aujourd'hui ne sont pas remises en question. Et puis Johannes Kepler, il est connu aussi pour son travail sur la musique des sphères et sur le fait qu'on peut positionner les orbites comme faisant partie d'un système avec des solides. Donc par exemple, vous voyez ici, on a la sphère de Saturne, et puis on positionne un cube à l'intérieur de la sphère de Saturne, et on positionne une sphère à l'intérieur de ce cube qui correspondra du coup à l'orbite de Jupiter. Et ainsi de suite, comme ça, on peut positionner des solides entre les différentes sphères du système solaire. Donc ça, c'est un travail très intéressant, puisque ça rassemble musique, géométrie, et astronomie et les nombres. Donc on voit bien dans quel type de recherche pouvait être Johannes Kepler. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, juste j'y pense par rapport à Pythagore, c'est que Pythagore, il y avait aussi des notions de musique des sphères dans son travail, et lui disait qu'il entendait la musique des sphères. C'est-à-dire que ce qu'on raconte sur son travail par rapport à l'astronomie, la relation de la musique des sphères, c'est qu'après un certain travail, il était possible d'entendre le son directement, pas par calcul, mais d'entendre le son des planètes. Et donc c'était un autre type de relation, forcément. D'être capable de percevoir la musique directement, et non pas par calcul. Moi, aujourd'hui, je vais faire par calcul. Alors,
juste pour présenter rapidement la musique, donc j'ai présenté 3 moments, on va dire, de l'évolution de la musique dans notre monde occidental. Hein. Je parle uniquement là, vous avez bien compris, de ce qui s'est passé en France et en Europe, Italie, enfin voilà, Espagne, Allemagne, les Anglais, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Gamme de Pythagore. Pythagore a proposé une gamme, a proposé une façon d'organiser la gamme, et c'était sûrement quelque chose qui était déjà présent dans l'ancienne connaissance, c'est-à-dire de trouver les notes de la gamme uniquement par la résonance des quintes. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est, mais la résonance des quintes, ça c'est une quinte, et on part de la note suivante, et on trouve encore une quinte, et on trouve encore une quinte comme ça, et du coup, ça nous apporte des nouvelles notes à chaque fois, et comme ça, au fur et à mesure, eh bien, on peut trouver toutes les notes, et donc ça permet, comme ça, par les quintes, de trouver toutes les notes. Et alors forcément, par ce système, il y a une quantité infinie de notes. Puisqu'en fait, on prend une première note, et puis on trouve sa quinte, et puis on trouve la quinte de la note suivante, et tout ça. Et ça ne tourne pas réellement en boucle. Il y a quelque chose qui s'appelle le comma de Pythagore, qui fait que quand on fait toutes les quintes comme ça, eh ben, ça ne revient pas au point de départ. Ce n'est pas quelque chose qui revient à son point de départ. Il y a des légers décalages, qui font que si par exemple je fais 12 quintes, eh ben, je ne vais pas retrouver un Do. Je vais arriver à une fréquence qui ne va pas être, la même note. Donc ça c'est intéressant de comprendre ça, c'est que dans le système de Pythagore, il y a une quantité non définie de notes. Toutes les fréquences, potentiellement, peuvent être des notes. Mais forcément, pour jouer de la musique, il y en a un certain nombre de notes qui sont retenues et qui sont utilisées dans la musique. 12 notes. Voilà. 7 notes principales et 5 notes, soit bémol, soit dièse. Et pour séparer les notes, il y a 2 intervalles principaux, 9 sur 8 et 256 sur 243. Ça, je reviendrai un peu plus, je vais présenter un peu plus en détail la gamme de Pythagore après. Donc, ça, c'est la gamme qui était utilisée dans toute l'Antiquité, la gamme qui était trouvée par les quintes. Mais forcément, c'est une gamme qui est un peu difficile, puisque, vu qu'on se sert uniquement des quintes, eh ben, pour accorder et pour mettre des relations entre les notes, pour jouer de la musique, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas une relation directe entre Do et Mi, par exemple. La relation, c'est Do à Sol, Sol à Ré, Ré à La et La à Mi. Vous comprenez? C'est uniquement par les quintes. Donc on n'a pas une relation directe, entre guillemets, entre un Do et un Mi. Et c'est pour ça que je vais vous présenter donc la deuxième gamme, la gamme de Zarlino. Alors, je ne pense pas du tout que Zarlino ait découvert quoi que ce soit, mais bizarrement, c'est à lui qu'on donne le fait d'avoir diffusé cette gamme-là, qu'on appelle la gamme naturelle ou la gamme des physiciens, puisque c'est une gamme qui est beaucoup plus proche des résonances naturelles. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, quand on joue certaines notes, des résonances, des harmoniques, et ces harmoniques-là délivrent certains rapports. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais disons que si on étudie la physique de la musique, sa gamme à lui est beaucoup plus proche au niveau des intervalles et des fréquences utilisées. Et c'est intéressant du coup de se rendre compte, j'ai mis ici sacré, puisque justement la gamme ancienne n'était pas une gamme
naturelle qui respectait les fréquences et les résonances naturelles, mais une gamme basée sur un principe des quintes, c'est-à-dire, mais je reviendrai après là-dessus, en utilisant uniquement des notes qui se trouvaient au milieu de deux autres notes. Donc c'est un certain principe qui est utilisé dans la gamme de Pythagore. Et donc Zarlino, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il trouve les notes par les quintes et les tierces. Alors, comme je disais, donc la quinte c'est ça. La tierce c'est... D'accord? Donc la tierce se trouve entre la quinte et la note fondamentale. Non, hop, je suis où? La SNCF, ou... enfin bref. Donc quand on fait les quintes, on peut plus rapidement trouver l'ensemble des notes. Ce qui fait qu'on a des intervalles qui sont beaucoup plus proches et on peut avoir des relations entre les notes qui sont beaucoup plus proches, quoi. Il n'y a pas besoin de faire, je sais pas, 7 ou 8 quintes comme ça pour trouver la note. On peut l'avoir au bout d'une quinte et une tierce ou 2 tierces, enfin voilà. Et donc il y a 3 accords principaux dans cette gamme, mais je vais la présenter un peu plus en détail après. Et la dernière gamme, c'est la gamme qu'on utilise tous aujourd'hui. Et c'est, j'ai mis gamme de Bach, c'est pas lui qui a fait la présentation théorique de cette gamme, mais c'est lui qui l'a démocratisée, puisque Gamme a fait un ouvrage où il a fait qu'est-ce qu'il y a? Bach, qu'est-ce que je dis? Ah oui. Bach. Si vous suivez, c'est le principal. Moi, après, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas important. Donc, Bach a écrit 12 morceaux de musique pour chaque note de cette nouvelle gamme tempérée. La gamme tempérée, c'est une gamme mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre une note et son octave? Donc ça, l'octave, j'ai pas dit, parce que je présente ça après. Mais c'est un fondamental qu'on trouve dans tous les systèmes. Entre une note et la même note à l'octave, eh ben, on a 12 notes, et donc on va diviser par 12. Alors, le calcul exact, c'est 12e racine de 2, voilà, ce qui va nous donner 12 intervalles égaux entre Do et son octave. Et ce qui fait que ça simplifie énormément, parce que là, du coup, vu qu'on a tout le temps les mêmes intervalles, eh ben on peut déjà, il n'y a pas besoin de réaccorder son instrument entre les différents morceaux joués, parce que sinon pour les autres gammes c'est obligé, hein, on est obligé de réaccorder ses instruments en fonction de chaque morceau qui est joué. Et du coup ça simplifie énormément. Mais alors je voudrais juste encore attirer votre attention qu'on passe d'une science antique où on a potentiellement une quantité infinie de fréquences, c'est-à-dire qu'il peut exister dans la musique tous les sons peuvent exister dans la musique. Aujourd'hui, dans la musique, il n'existe que 12 fréquences différentes, et tout ce que vous entendez, c'est uniquement joué avec ces 12 fréquences-là. Et ça, mine de rien, c'est assez important quand même à savoir, parce que ça veut dire que ça réduit vos expériences auditives à uniquement 12 sons. Alors évidemment, dès que quelqu'un chante, il ne chante pas exactement dans ces fréquences-là. Dès qu'il y a des instruments traditionnels qui utilisent les résonances, comme la sitar ou le didgeridoo, ou il y a encore, avec Internet aujourd'hui, on entend des choses en Asie et tout ça, en Inde, donc on peut écouter la musique traditionnelle qui est plus basée sur des gammes plus traditionnelles. Mais si vous allumez énergie, vous n'entendrez que 12 sons différents, juste mis dans dans des ordres totalement différents à chaque fois. Mais ce sera que 12 sons différents. Voilà. Donc d'une infinité, on passe à 12. Et c'est pas forcément une amélioration, quoi. Donc voilà, ça c'est important aussi à dire. Alors, j'ai mis intervalle de la gamme 12 racines de 2, comme j'ai dit, ou 18 sur 17. Alors ça, c'est juste une petite anecdote.
18 sur 17, c'est un luthier, enfin non pas un luthier c'est celui qui fabrique les instruments, un joueur de luth, enfin un musicien et compositeur, qui a proposé cet intervalle de 18 sur 17, qui était un élève de Zarlino, et qui s'appelait Galilée. Mais attention, pas Galilée fils, Galilée père. Donc le père de Galilée était un musicien qui a énormément travaillé sur la science de la musique. Quand on sait que moi j'ai beaucoup reçu de mon père, on peut se dire que éventuellement ce Galilée fils a peut-être reçu pas mal de choses de son Galilée père, qui lui-même, Galilée père, était élève de Zarlino, qui a instauré dans toute l'Europe la gamme naturelle ou la gamme des physiciens. Ça pose pas mal de questions, moi je trouve, sur ce qui s'est joué à cette époque-là, et sur parce que je vous explique qu'en cette période, beaucoup de la science, beaucoup d'éléments scientifiques ont été posés en contradiction avec la religion, et depuis cette période, les scientifiques se sont extraits de la religion, et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se réfèrent à des découvertes qui ont été faites à cette époque-là pour élaborer des théories. Donc c'est pas du tout un petit truc qui ne nous concerne pas, quoi. Tout ce qui concerne la science académique aujourd'hui sont les héritiers de ce qui s'est passé plus ou moins à cette époque. Mais je trouve intéressant que Galilée, qui a été un petit peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres à tout ça, est l'héritier d'apparemment un enseignement un peu plus traditionnel. Alors, juste 18 sur 17, donc 18 sur 17, c'est une approximation très très proche de 12 racines de 2. Et c'est aussi la deuxième, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi la deuxième pente de la pyramide rhomboïdale. 18 sur 17. Ou 18 sur 17, voilà. Donc c'est intéressant que c'est une approximation de cet intervalle de demi-ton en musique. Une très très bonne approximation. Voilà, donc j'en ai fini avec ma première partie. Et je vais maintenant rentrer dans quelques éléments théoriques, parce que pour ceux qui connaissent absolument rien à la musique, j'imagine que j'ai dû dire un certain nombre de trucs qui vous sont totalement échappés. Donc je vais tenter de vous présenter des bases théoriques sur la musique. Je m'excuse d'avance que peut-être vous n'allez pas tout comprendre, parce que c'est pas évident de donner comme ça en très peu de temps des principes, des intervalles, de comment les notes sont trouvées et tout ça. Et comme c'est pas mon sujet, je vais pas m'étaler là-dedans. Mais voilà, je pense que la conclusion sera facile à comprendre. Donc je vais essayer de donner certains détails, mais je m'excuse d'avance si c'est pas tout à fait compréhensible. Donc, j'ai parlé de fréquence tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est une fréquence ? Ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur Internet. Grandeur liée à un phénomène périodique qui mesure le nombre de fois où ce phénomène se reproduit dans un intervalle donné. Donc par exemple, tous les mardis, je vais chez le médecin. C'est quoi la fréquence? C'est tous les mardis. Et le phénomène, c'est que je vais chez le médecin. Oui, mais à la même heure. À la même heure, voilà. Excusez-moi. Donc, grandeur liée à un phénomène périodique qui mesure le nombre de fois où ce phénomène se reproduit dans un intervalle donné. Donc l'intervalle, là, dans mon exemple, c'est la semaine. D'accord? Et la grandeur, c'est 1, parce que j'y vais une fois par semaine. Donc la fréquence, c'est 1. Mon intervalle, c'est la semaine. Et le phénomène périodique, c'est que j'ai un rendez-vous mardi à 15h. Voilà. Maintenant, si le phénomène évolue uniquement dans le temps, on parle de fréquence temporelle, mesurée en hertz. L'intervalle de temps
de référence étant la seconde. Donc ça, c'est que quand on parle de phénomènes périodiques qui sont uniquement des phénomènes liés au temps qui passe et aux vibrations, au son, on va se contenter, nous, du son, et bien là, on va pouvoir mesurer ça avec des hertz. Donc si je joue une note, par exemple ça, c'est un La, et donc c'est 440 Hertz, puisqu'aujourd'hui, notre La, il est à 440 Hertz. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 440 vibrations en une seconde. D'accord? Donc, dans le temps d'une seconde, il s'est passé 440 vibrations. Voilà. Et c'est ça qui provoque le son. Nous, en tant qu'humains, on peut entendre des vibrations qui vont de 20 Hertz, c'est-à-dire quand il y a 20 vibrations par seconde, jusqu'à 20 000 Hertz. D'accord? En fonction de ses qualités. Je vois quelqu'un qui fait non, non, moi je peux aller jusqu'à 200 000. Non, non. C'est la moyenne, disons que c'est la moyenne des gens. Ne vous sentez pas offusqué si j'ai mis 20 000. Donc de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Les animaux, eux, il y a certains animaux qui peuvent aller beaucoup plus loin, hein, c'est ce qu'on appelle des ultrasons, mais certains animaux peuvent les entendre. Et aussi avec l'âge, on peut perdre un peu. Il y a des sons que les jeunes entendent que les personnes... Je voulais dire. Ah oui, Oui, voilà. voilà, c'est une moyenne, de 20 Hertz à 20 000, voilà, c'est une moyenne. Alors, par rapport aux notes maintenant. Donc, je vais me contenter par rapport à la musique. Hein. Voilà. Une note de musique, ça désigne un symbole permettant de représenter la hauteur relative d'un son. Alors pourquoi relative? C'est parce que ça c'est un Do, ça c'est un Do aussi. Donc ça c'est la même note, mais c'est relatif à quelque chose. C'est relatif à quoi en général? C'est relatif à une note fondamentale, ce qu'on va appeler la fondamentale. Donc, si je prends cette note-là et je dis ça c'est ma note fondamentale, et ben ça c'est un Do à l'octave, donc voilà. Mais si je prends ma fondamentale et que je fais ça, et ben la deuxième note que j'ai jouée qui est un Sol, c'est la hauteur relative par rapport à la première note que j'ai jouée. D'accord? Ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que le système de notes, c'est juste pour comparer un son avec un autre son. D'accord? Maintenant, c'est des comparatifs où justement, on va dire, bah, quand le rapport entre tel son et tel son fait 3 sur 2, eh ben on peut dire que c'est un rapport de Do à Sol. Voilà, donc c'est un système qui permet comme ça, quand on a deux sons qui ont des rapports particuliers, on peut les nommer par ces symboles de notes. Donc les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si ne sont pas associées à des fréquences absolues. Ça c'est important de comprendre qu'un Do peut avoir n'importe quelle fréquence. Un Mi peut avoir n'importe quelle fréquence. Ça peut être un Mi, 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 vous comprenez? C'est parce que c'est toujours en rapport avec une autre note, qu'on va appeler ça un Mi. On va appeler ça un Mi parce que c'est en rapport avec une autre note qui va s'appeler Do, et donc le rapport de Do à Mi, ça va être quelque chose. Ça c'est bien compris que quand on donne des noms à des notes, c'est uniquement pour exprimer des rapports. Et donc ce n'est pas lié à des fréquences. Et j'étais très intéressé pendant la conférence de Christopher Dunn parce qu'il nous a dit la résonance de la Terre, c'est un Fa dièse. Je me dis, mais un Fa dièse par rapport à quoi?
qu'est-ce qui détermine c'est quelle est la fondamentale qui permet de trouver Fa dièse dans la résonance de la Terre. Et je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question en direct, mais c'est intéressant de se dire ça. Si je dis que la résonance de la Terre c'est Fa dièse, ça veut dire que c'est Fa dièse par rapport à une autre vibration fondamentale qui va s'appeler Do. Et ça, quelle est cette vibration qui s'appelle Do par rapport à la résonance de Fa dièse de la Terre? Ça, apparemment, il n'a pas dit. Alors, juste par rapport au mot note, le mot note en anglais veut dire, enfin, juste au niveau, quand on écoute note, un anglais comprendrait, écrit comme ça, avec un K devant, note, il comprendrait, lui, qu'on dit nœud. Et effectivement, lorsqu'on étudie la science derrière la musique, on se rend compte que les notes, en fait, sont des points où se rassemblent les fréquences et que, du coup, une note, c'est effectivement une zone dans laquelle on va trouver un certain nombre de fréquences qui vont se regrouper, se croiser. Puisque, comme je vous disais, il y a une infinité de notes qui existent. D'accord? Mais à partir d'une fondamentale, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si, ce sont des endroits où on va avoir tout un tas de fréquences qui vont se rassembler et on va appeler cet endroit une note. D'accord? Alors c'est peut-être totalement impossible à comprendre comme ça, mais gardez en tête que une note, c'est une zone. C'est une zone dans laquelle qu'on va déterminer et qui va servir de point de référence après. Par exemple, dans le système solaire, il y a des endroits où il y a des planètes et des endroits où il y a du vide. Et dans le principe des fréquences, c'est pareil. Il y a des endroits où il va y avoir une concentration, par phénomène de résonance, il va y avoir des concentrations de sons, qu'on va appeler des notes, et il va y avoir d'autres endroits où il y a beaucoup moins de vibrations, et du coup, c'est des intervalles. Alors, juste par rapport à certains éléments que j'ai présentés, l'octave. Donc l'octave, c'est un principe fondamental qu'on va utiliser après. C'est que quand je prends une fréquence et que je la multiplie par 2, je vais obtenir la même note. D'accord? Donc, là, je n'ai fait que multiplier par 2 ma fréquence. Et ça me donne des sons différents, mais toujours la même note. Donc voilà, si la fréquence d'un Do vaut 20, le Do à l'octave vaut 40. Je double la fréquence. Et la quinte, que j'ai expliqué étant le principe qui déterminait la gamme antique, la quinte, c'est le milieu de l'octave. C'est-à-dire, si j'ai 1 ici, je double, j'ai 2, entre 1 et 2, j'ai 1,5. C'est cette fréquence-là, 7 et cette fréquence-là, cette note-là, on va l'appeler Sol. Et le rapport entre Do et Sol, c'est ce qu'on va appeler la quinte. Donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, la quinte se trouve au milieu du 1 et du 2. Et les Égyptiens disaient que toute la création se trouvait entre 1 et 2. Et donc on comprend peut-être un peu mieux, mais je vais revenir après, pourquoi dans le monde antique, la musique n'était utilisée qu'avec les quintes.
puisqu'on prend un point et son extrémité, et on va chercher qu'est-ce qui résonne au centre de ça. Et ensuite, à partir de ce point central qui a résonné, eh ben, on va dire que ça, c'est le début. On va lui donner une fin, qui va être son octave à lui. Donc, par exemple, une octave, son point central. Je prends le point central et je dis que c'est mon début. Je lui donne une octave, une fin, et je prends son point central. Ensuite, vous comprenez? On fait que aller de point central en point central comme ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? La quinte, c'est la 5e note. L'octave, c'est 8 notes. Alors, ceux qui étaient à la conférence de John Martineau, il dit que la vie est construite dans le rapport de 5 à 8. Donc ce rapport de 5 à 8 qui est un rapport du nombre d'or, on dit que c'est la division du nombre d'or, c'est une division dynamique. Contrairement à la division où c'est une symétrie parfaite, où là on dit que c'est une division statique. Il n'y a rien qui bouge. Quand il y a autant d'un côté que de l'autre, il n'y a rien qui bouge. Quand on divise de façon à ce que le plus petit côté, le rapport entre le grand côté sur le petit côté soit égal au rapport entre l'ensemble et le grand côté, la définition du rapport du nombre d'or, eh ben on obtient une division où il n'y a pas la même chose des deux côtés, et du coup c'est dynamique, parce que ça bouge. Ça crée cette fameuse spirale. Et donc, ces gammes-là qui vont de quinte en quinte, c'est un peu ce processus-là. Vous comprenez? Qu'on prend un point, un autre point, le centre. Et donc ça bouge, c'est pas tout le temps la même chose. Et ça nous donne comme ça toutes les notes. Donc c'est intéressant, parce qu'on retrouve ces mêmes principes du nombre d'or exprimés dans cette gamme qui est jouée uniquement avec les quintes. Et donc là, je donne l'exemple, si Do vaut 20, son octave vaut 40, et la quinte vaut 30. Alors la gamme sacrée de Pythagore, vous voyez, c'est une gamme qui se sert que des quintes. Donc si par exemple, c'est ce que je viens de vous jouer, on prend Do, on va dire que Do vaut 8. Donc l'autre Do va valoir 16. Et donc le Do 16, on a vu qu'entre Do 8 et Do 16, il y a un Sol qui va valoir 12. Puisque c'est entre les deux. 8 et 4, 12, 12 et 4, 16. Sol 12, il engendre son octave, Sol 24. Et Sol 24, il va engendrer la quinte 18. 18 qui se trouve entre 12 et 24. Donc Ré, il va résonner avec le nombre 18. Ré, ensuite, il va engendrer son octave 36, et entre 36 et 18, on va avoir 27. Donc le La va valoir 27. Et vous comprenez que comme ça, on va arriver à trouver toutes les notes, et chaque note va être dans un rapport, vous voyez, du Do à La, on a un rapport de 27 à 8. De Ré à Do, on a un rapport de 18 à 8. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de limite. Là, on pourrait continuer ce système à l'infini presque. Mais ce qui est dit, c'est que chez les anciens, en fait, la notion d'infini, elle n'était pas comme nous aujourd'hui, où on fait des calculs avec plus l'infini ou moins l'infini. Il y avait quand même certaines règles qui déterminaient, qui organisaient le cosmos, et notamment la division en 7, était quelque chose qui était déterminant chez les anciens. Et donc, la division en 7 notes principales, c'était quelque chose qui existait dans la gamme. Et aujourd'hui, ça, on l'a gardé, on n'a pas remis ça en question. On divise toujours en 7 la gamme. Entre l'octave, on met toujours 7 notes. Alors, j'ai mis sur la droite, une fois qu'on a trouvé toutes les notes comme ça, vous voyez par exemple Do à Ré 9 à 8, parce que vous voyez, c'était 18 à 8, mais ça, Ré, on peut le diviser par 2. Donc en fait, j'ai fait ça, Do, Do, Sol, ensuite Sol, Sol, Ré. Donc j'ai un Ré ici, mais mon Ré, si je le divise par 2,
je vais avoir la même note, mais à l'octave en dessous. Et donc du coup, j'ai un Do et un Ré qui sont l'un à côté de l'autre, et c'est un rapport de 9 à 8. Et donc comme ça, après avoir trouvé toutes les notes, eh ben, on va pouvoir trouver tous les intervalles qui existent entre les notes, et vous voyez que ça donne des rapports 9 sur 8, 9 sur 8, 256 sur 243, 9 sur 8, 9 sur 8, 9 sur 8, 256 sur 243. Donc il y a un ordre là. Entre Mi et Fa et Si et Do, on a des plus petits intervalles qu'entre Do et Ré, Ré et Mi, Fa à Sol, Sol à La et La et Si. C'est pour ça que sur les pianos, par exemple, eh ben, on n'a pas de touche noire entre Mi et Fa et Si et Do. Alors, voici exprimé en valeur numérique. Donc si Do vaut 1, Ré vaut 1,125, Mi 1,2656, etc. Donc ça, c'est les rapports exprimés en nombre, en nombre avec du décimal. Et à côté, c'est la façon dont on peut exprimer toutes ces notes en nombre entier avec les plus petits nombres possibles. Donc c'est-à-dire que cette gamme de Pythagore, si je veux l'exprimer que avec des nombres entiers, tous les rapports, eh ben, ça va me donner ces nombres-là. Alors c'est intéressant de voir que Fa vaut 512. 512, c'est une puissance de 2. C'est 2 puissance, alors 7, 8, 9. 2 puissance 9, voilà. Donc c'est-à-dire que si mon Fa vaut 512, eh ben en fait, si je divise par 2 en permanence pour aller dans des Fa, dans des octaves en dessous, mon Fa peut valoir 1. Donc en fait, dans ces rapports-là de nombres, Fa, il peut valoir 1. Ça peut être lui l'unité. Et après, on voit tous les autres rapports. Voilà, donc 384, 432, 486, 576, etc. Maintenant, il y a un autre système, vous voyez, où il y a juste le Fa qui n'est pas un nombre entier. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir des nombres aussi importants? C'est parce que le Fa, lui, son rapport à Do, c'est 4 sur 3. Et ce rapport de 4 sur 3, vous voyez, 1,33333, eh ben, quand on multiplie en permanence par 2, lui, il n'est jamais un nombre entier, en fait. Si on fait que multiplier par 2 tous ces chiffres, ces nombres-là, Fa ne pourra jamais être un nombre entier. On est obligé de le multiplier par 3 pour qu'il devienne un nombre entier. Et donc, là, forcément, j'ai fait des multiplications par 3, mais si je fais que multiplier par 2, eh ben, je peux avoir ces chiffres-là, ces nombres-là. Et là, c'est très intéressant, parce que mon La, il peut valoir 432. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, à partir de ces fréquences-là, où mon Do vaut 1, et si je multiplie tout le temps par 2, donc là, vous voyez, j'ai fait que multiplier par 2. C'est pour ça mon Do vaut 256, 2 puissance 8. Donc j'ai multiplié par 2 puissance 8 tous mes nombres ici. Et mon La vaut 432. 432, on sait que c'était le La originel avant qu'on le passe en La 440. Et ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que quand j'ai multiplié par 2 puissance 8, j'ai un rapport entre Do et Si de 256 sur 243. Ce fameux rapport d'intervalle entre Mi et Fa et Si et Do. Donc, dans cette gamme qui se base sur 432, j'ai inscrit en tant que nombre, en tant que fréquence, vous comprenez, c'est des fréquences, c'est pas juste des intervalles, c'est pas juste des rapports, ça devient des fréquences. J'ai 256 et 243. 256, c'est 2 puissance 8, 243, c'est 3 puissance 5. Donc ça, c'est juste une puissance de 2, et ça, juste une puissance de 3. Donc c'est intéressant. Je réfléchis en même temps que je parle. Voilà. Alors, il y a un autre fait qui m'a attiré mon attention parce qu'on parlait des nombres et de la qualité des nombres, pas en tant que quantité, mais en tant que qualité. Vous voyez, 432, c'est 4, 3 et 2. Mais regardez le Mi, 3, 2 et 4. Et regardez le Si, 2, 4 et 3. Ce sont les mêmes chiffres.
2, 3, 4, qui apparaissent dans le La, le Mi et le Si. En tant que fréquence, hein. Je dis bien en tant que fréquence, pas en tant que rapport. Donc je trouve ça très intéressant, ces fréquences-là. Et du coup, je vais vous la jouer. Donc, juste pour vous remettre un peu dans le contexte, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est la gamme tempérée classique, sauf que là, j'ai accordé mon piano avec le La, alors, qui vaut 440, ça c'est, il n'est pas encore accordé, donc ça c'est ce que vous avez effectivement l'habitude d'entendre. Et maintenant, je vais accorder mon piano pour que le La vaille 432. Donc je vais rester avec des intervalles qui sont de la gamme tempérée, mais je vais passer en La 432. Vous voyez quand on a baissé toutes les fréquences, en fait. On est passé de 440 à 432 pour le La, mais du coup, comme tous les intervalles ont changé aussi. Maintenant, il va me falloir juste quelques secondes pour accorder mon piano. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la gamme de Pythagore. C'est-à-dire avec les intervalles, non pas de la gamme tempérée, mais de la gamme de Pythagore. Alors, hop. Voilà. Donc. Donc, ce que vous venez d'entendre, ce sont ces fréquences-là. Alors, j'ai joué à partir de Do. Je pourrais jouer à partir de La et vous auriez 216, 243, 256, 288, 324, 341,33, 384 et 432. D'accord ? C'est important ça, on n'est pas habitué à se poser ce genre de questions, mais est-ce que la fréquence, le son que j'entends, correspond à une fréquence d'un nombre entier? Ça, j'entends un son, je dis, ah tiens, ça c'est un son qui est une fréquence d'un nombre entier. Non, ça, on n'est pas trop capable de faire ça. Mais pour les anciens, ça avait de l'importance. Que des sons soient des fréquences de nombres entiers. Ça avait de l'importance. Et que ce ne soit pas n'importe quel nombre. Donc je vais vous rejouer. La grande différence entre la gamme tempérée et la gamme de Pythagore, c'est justement ces trois notes-là qui ont 2, 3 et 4, c'est celles qui ont le plus de différence. Si je prends... Non, je ne pourrais pas faire ça. Si je prends le Mi, par exemple, alors, je vais le... Hop. Je vais changer d'instrument, je vais jouer de la flûte maintenant. Donc ça, c'est le Mi qui vaut 324 et qui est de la gamme de Pythagore. Et je vais le faire passer maintenant en Mi de la gamme tempérée. Alors, comment je vais faire ça ? Est-ce que c'est juste ça? Attendez, j'ai un petit... Ah oui, non, je ne peux pas vraiment faire ça en fait. Je vais vous faire avec le Si, parce que le Si, vous allez peut-être mieux entendre. Donc le Si. Je vais remettre mon... Hop.
Voilà. Donc si. Ça c'est donc, il est où mon si? 243. Et le si de la gamme tempérée, non, en fait on n'entend pas la différence. Vous entendez que ça change quelque chose là? Non, hein? C'est très 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 léger, hein? Vous imaginez bien que genre, je passe de 243 à, de mémoire, je dois être à peut-être 250, ou c'est quasiment imperceptible, mais voilà, il y a un changement. En fait, en accordant mon piano en 432, c'est un peu plus difficile de vous faire écouter, excusez-moi. Je verrai si on a le temps après pour des questions. Je vous ferai peut-être écouter ça de façon un peu plus claire. Je vais avancer, parce que je n'ai pas encore abordé l'élément principal. Donc, la gamme naturelle. Donc, je rappelle, la gamme naturelle, elle a pour particularité de prendre en compte les quintes et les tierces. Donc, je ne reviens pas dans le détail, mais bon, 4 engendre 8, 8 engendre 6, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et 6 engendre 5, puisqu'entre 4 et 6, il y a 5. Donc le milieu entre le do et sol, c'est un 5, donc ça vaut, c'est le mi. Donc c'est un fait intéressant, hein, c'est-à-dire que dans les quintes où on a que, dans les gammes où on n'a que des quintes, ça fonctionne qu'avec des multiplications de 2 et de 3, puisque pour trouver une quinte, on multiplie par 3 et on divise par 2. Alors que les tierces, c'est un rapport de 5 à 4, donc on introduit le 5. Et ça change un petit peu les nombres qu'on utilise. Au lieu d'utiliser que le 2 et le 3, eh ben on se met à utiliser le 5 pour déterminer les fréquences. Et le 5 n'a pas les mêmes qualités en tant que nombre que 2 et 3, qui sont beaucoup plus purs parce que beaucoup plus proches de l'unité. Alors l'accord quinte octave tierce, c'est appelé l'accord parfait. Et en géométrie, ça correspond aux nombres 3, 4 et 5. Donc comme le triangle 3, 4, 5 est considéré comme une forme géométrique parfaite, eh ben, l'accord des notes qui ont un rapport de 3, 4 et 5 entre elles, c'est-à-dire quinte, octave et tierce, sont considérés aussi comme des accords parfaits. Donc la gamme naturelle, elle utilise 3 accords parfaits qui lui permettent de retrouver les 7 notes, do, fa et la, sol, do et mi, et ré, sol et si. Ces 7 notes sont positionnées les unes par rapport aux autres selon la règle ci-contre. Voilà, donc on a des intervalles qui changent un peu par rapport à la gamme de Pythagore puisqu'on a introduit le 5. Donc vous voyez qu'entre ré et mi, au lieu d'avoir 9 sur 8, on a 10 sur 9. 10, 5 fois 2, donc le 5 est introduit. Et entre mi et fa, au lieu d'avoir 256 sur 243, on a 16 sur 15. Donc là encore, 15, on introduit le 5. Donc, un phénomène intéressant, donc voilà, j'ai refait comme tout à l'heure, j'ai remis en nombre décimal, si mon do vaut 1, mon ré vaut 1, 125, mi 1,25, etc. Il y en a qui ne changent pas, hein. Vous voyez, fa est toujours, elle a toujours la même valeur, sol a toujours la même valeur, mais la et si n'ont pas la même valeur, et mi non plus n'a pas la même valeur. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on peut exprimer tous ces nombres-là en nombres entiers, avec des nombres beaucoup plus petits. Vous voyez, on peut avoir une gamme qui va de do 24 à do 48. Et du coup, ré vaut 27, mi vaut 30. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fa qui est au centre et qui a exprimé uniquement en puissance de 2. C'est 2 puissance 6, puissance 3, 2 puissance 4, non, 2 puissance 5. Fa vaut 2 puissance 5, voilà. Et je trouvais intéressant parce que si on multiplie exactement cette configuration de fréquence par 11, eh ben on obtient le La 440 avec toutes les notes qui sont organisées comme ça. Voilà, je le mets là, je trouve que c'est intéressant
parce que cette gamme qui va de 24 à 48 comme ça, où c'est exprimé que en nombre entier, avec vous voyez 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, je veux dire, c'est pas du tout des nombres qui sont... ce sont tous des nombres importants dans la géométrie et l'architecture antique. Et multiplier tous ces nombres par 11 pour former une gamme, je trouvais ça intéressant. Donc je vais passer à la dernière partie maintenant, parce que je suis un peu pris par le temps. Bon, j'explique ici un processus que je vais faire qui va me permettre de jouer des sons qui correspondent aux orbites des planètes et à leur vitesse de rotation. Parce que forcément, j'ai donné mon exemple tout à l'heure que je vais chez le médecin le mardi à 15 h toutes les semaines. Donc ça, c'est une fréquence. Mais aussi le fait que la Terre tourne fait un tour du Soleil en un an, ben ça, c'est une fréquence aussi. Vous voyez? Le fait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, eh ben, c'est une fréquence aussi. Fait un tour en un jour. Voilà, c'est une fréquence. Et l'avantage, c'est qu'un an et un jour, ce sont des valeurs de temps. Donc, on peut transformer ces fréquences en sons. Ça peut devenir des sons. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certains, c'est pour ça que je dis je le fais par calcul. C'est parce que ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai un rapport de une fois par jour ou une fois par an. Mais pour avoir un son, moi, j'ai besoin que ce soit par seconde, que ma fréquence soit exprimée en secondes, parce que c'est comme ça qu'on exprime les sons. Donc au lieu que ce soit une fois par jour, il faut que j'arrive à avoir un certain nombre de fois par seconde. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais que dans un jour, il y a... je vais prendre dans un an, parce que c'est écrit ici. Dans un an, il y a 365 fois 24 fois 60 fois 60 secondes. D'accord? Une seconde multipliée par 60, ça fait une minute. Multipliée par 60, ça fait une heure. Multiplié par 24, ça fait un jour. Multiplié par 365, ça fait un an. Donc pour passer de la seconde à l'année, je dois multiplier par ça. Donc je sais que j'ai un an correspond à ce nombre-là de secondes. Donc si je veux avoir quelle est la fréquence en une seconde, eh bien, il faut que je divise 1 par ce nombre-là et ça me donne ce résultat-là. 3,17 fois 10 puissance moins 8. C'est un nombre tout petit. Parce qu'évidemment, c'est la fréquence du mouvement de la Terre en une seconde. Donc en une seconde, la Terre, elle ne fait pas grand-chose comme mouvement. Donc c'est pour ça que c'est un nombre tout petit. Comme mouvement autour du Soleil, c'est une toute petite partie en une seconde. Donc ça me donne ce nombre-là. Donc ça, c'est le son de la Terre. C'est son son réel de sa fréquence de révolution autour du Soleil. C'est ça le son. Maintenant, ce n'est pas du tout audible. Nous, on a besoin de quelque chose qui vaut au minimum 20 Hz. Qu'est-ce que je fais, d'après vous, pour entendre ce son? Oui, exactement. Comme on a vu qu'une note, si elle est multipliée par 2, on obtient la même note. Eh bien, il me suffit de multiplier ce nombre par 2, un certain nombre de fois, pour arriver dans la zone où je peux entendre le son. Donc, il faut que je multiplie 33 fois par 2 pour arriver dans ma gamme habituelle. Et du coup, ça va me donner une fréquence de 272,19 Hz. Donc, c'est-à-dire que c'est cette note qui correspond à la fréquence 272,19 Hz, ce son-là, c'est le même son que la Terre, mais juste 33 octaves au-dessus. C'est compris ça? Et donc cette fréquence correspond à un Do dièse. Alors là, j'ai mis une fréquence en relation avec une note. Je prends ce Do dièse comme
le Do dièse qu'on a l'habitude d'entendre, qui correspond au Do dièse de la gamme tempérée. Le Do dièse de la gamme tempérée ne vaut pas exactement 272,19 Hz, mais c'est la note qui se rapproche le plus de cette fréquence-là. D'accord? Donc, dans mon tableau suivant, où j'ai fait ça pour toutes les planètes du système solaire, et j'ai fait pour donc, leur tour autour du Soleil, leur tour sur elles-mêmes, et aussi ce qu'on appelle le cycle synodique, c'est-à-dire le tour que fait une planète vue depuis la Terre pour revenir à sa même position par rapport aux étoiles. Et donc ça me donne comme ça tout un tas de fréquences qui sont ramenées dans une seule, dans une gamme de piano. Et du coup, j'ai mis les notes de la gamme tempérée qui sont les plus proches de ces fréquences-là. Et ici, vous voyez, c'est les puissances qui ont été utilisées pour faire arriver les fréquences de base à ces valeurs-là. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un piano électrique. Et c'est un piano où, comme vous avez vu, on peut accorder toutes les notes. Donc, au lieu d'avoir mes notes, mes fréquences de gamme tempérée, eh ben, je peux régler mon piano pour qu'il me joue exactement ces fréquences-là. Donc, si je prends la Terre, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la Terre, période de révolution, 272,19, c'est un Do dièse, et donc ça correspond à cette fréquence-là. Vous entendez une vibration qui fait 272,19 allers-retours en 1 seconde. Et la Terre, elle fait quelque chose de similaire, mais dans des octaves beaucoup plus graves. Mais c'est la relation entre la note que je viens de vous jouer et le tour de la Terre autour du Soleil, c'est juste des puissances de 2. D'accord? Je vous le rejoue. Donc c'est une note qui n'existe pas sur les instruments de musique classique. C'est important de comprendre. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir déjà entendu cette note, parce que je parlais tout à l'heure des notes comme étant des zones. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener la note à la note, enfin il va ramener ce son à la note la plus proche qu'il a déjà entendue, qui est un Do dièse classique. Mais ce n'est pas ce son-là, c'est un autre son. Alors, j'ai un tout petit temps à prendre. Je vais réaccorder toutes les notes de mon clavier pour mettre le plus possible de fréquences qui sont là. Donc, je vais mettre par exemple Mars. Ça, c'est la révolution de Mars. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Hop. J'ai des petits papiers sur mon piano, donc ça va un peu plus vite. Non, je l'ai joué une octave au-dessus, mais... Hop. 85. Alors... Excusez-moi, ça me prend un petit peu de temps, parce que je dois réaccorder tout mon piano. Ce que je vais faire, là, ce que je vais faire juste après avoir fait ça, c'est que je vais vous jouer la révolution de Saturne jusqu'à Mercure. Donc là, le son
de la révolution de Saturne, de Jupiter, de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure dans leur rapport de fréquence réelle. C'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les octaves de mon clavier, je peux insérer les sons qui correspondent à la révolution de Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Alors forcément, donc ça va dépendre du temps que met une planète à tourner autour du Soleil. Plus elle va mettre de temps, plus la note va être grave. Donc forcément, Saturne, qui est la planète qui met le plus de temps, va avoir le son le plus grave, et Mercure, qui met le moins de temps, va avoir le son le plus aigu. Donc je vais vous le jouer une première fois, et puis après je vous apporterai quelques éléments. Donc dites-vous bien que les sons que vous entendez correspondent à la réalité des rapports de temps que mettent les planètes à faire le tour du Soleil. Donc je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes. Ça va être Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Donc, vous avez bien compris qu'on a des notes très graves et très aiguës, puisqu'on a des planètes qui mettent beaucoup plus de temps que d'autres. Et donc on peut comprendre que forcément Saturne a un rythme comme ça plus lent, donc c'est très grave. Et puis Mercure, lui, au contraire, c'est comme s'il tournait très très vite comme ça autour du Soleil. C'est pour ça que le rapport entre Saturne, si je remets le son, et Mercure, ça fait ce rapport entre quelque chose de très grave et quelque chose de très aigu. Alors, il y a une partie du système solaire que je n'ai pas inclus là, dans les notes que j'ai jouées. C'est la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Jupiter et Mars. Parce que vous avez remarqué quand même qu'entre Jupiter et Mars, il y a un grand écart. On a Saturne et Jupiter qui sont des sons très graves, et puis après, quand j'arrive à Mars, la Terre, Vénus et Mercure, j'ai des sons qui sont beaucoup plus aigus. Mais dans notre système solaire, on a une ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars, et on a dans cette ceinture d'astéroïdes une sorte de planète, enfin c'est pas vraiment une planète, on appelle ça un gros astéroïde, c'est Cérès. Et donc Cérès, il a aussi une période de révolution autour du Soleil, et donc je peux l'inclure, je vais l'inclure maintenant dans l'ensemble. Donc la troisième note que vous allez entendre, ça va être Cérès, et ensuite, donc Saturne, Jupiter, Cérès, Mars, Terre, Vénus, Mercure. Donc c'est parti. Ça va? Ça va mieux déjà. Alors en étudiant ces sons lors des cours quadrivium, on s'est vraiment rendu compte que la Terre venait vraiment faire un truc nul quoi dans l'ensemble.
Ouais, dissonant. Cette note-là, oui, c'est ça là. Quand on joue juste et comme ça, genre j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est intéressant de se rendre compte. Regardez, je vais jouer toutes les planètes et Cérès sans la Terre et je vais rajouter la Terre. Oui. Alors, un autre élément que je voudrais vous présenter, c'est que, donc, là, c'est uniquement les révolutions que vous avez entendues. Au niveau des rotations des planètes, c'est l'inverse. Les planètes tournent plus vite si elles sont plus loin du Soleil. Donc les planètes très proches du Soleil tournent très lentement sur elles-mêmes, et les planètes les plus loin du Soleil tournent très vite sur elles-mêmes. Donc c'est l'inverse, on aurait Mercure en très très grave, et Jupiter et Saturne en très très aigu. Alors là, par contre, mon piano n'est pas assez grand, parce que Mercure et Vénus tournent vraiment très 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 lentement sur elles-mêmes, par rapport à Jupiter et Saturne qui tournent en moins d'un jour. La Terre tourne en un jour, c'est voilà, la définition d'un jour, c'est son tour autour sur elle-même. Mais par exemple, si je ne dis pas de bêtises, Vénus, qui est celle qui tourne le plus lentement, on voit ici, fréquence de rotation, Vénus, vous voyez, il faut multiplier par 33, alors que celle qui tourne le plus vite, Cérès, c'est 23. Donc il y a 10 octaves d'écart entre les deux, et moi j'en ai que, alors combien? 7 sur mon piano. Donc je ne peux pas toutes les insérer. Mais ça me donne quand même des sons, et tous ces sons, je pourrais les rassembler dans une seule gamme. Je pourrais jouer mes notes dans une certaine gamme, et ça me permettait de regarder s'il y a des relations d'harmonie musicale entre ces sons, entre ces fréquences. Alors, il y a quelque chose qu'on sait qui n'est pas trop caché, c'est que entre sa révolution et sa rotation, Mercure, et c'est exactement un rapport de 3 sur 2. Donc le rapport de 3 sur 2, c'est ce qu'on connaît en musique, c'est la quinte. Donc si je prends la révolution de Mercure, hop là, je vais revenir à mon truc, 34, et sa rotation, voilà, ça va me donner ça. Oh, pardon. Je vous ai fait sursauter. J'aurais dû vous prévenir. Donc je vais jouer sa révolution. Donc là, je ne vais pas le jouer en note très aiguë, parce que je vous dis, je remets mes fréquences dans des sons qui sont plus des sons moyens sur mon piano pour pouvoir mettre les différents trucs en relation. Donc, révolution et rotation. C'est une quinte quasi parfaite. C'est autre chose d'intéressant, le rapport entre la révolution de la Terre,
la révolution de la Lune et la révolution de Jupiter. Qu'est-ce que vient faire Jupiter là-dedans? Enfin, c'est ça. Alors, la Terre, Jupiter et la Lune. Heureusement qu'il y a Jupiter. C'est intéressant parce que Jupiter résonne comme un Fa. Et je ne sais pas si vous avez entendu, le Fa a tendance, quand il est joué avec un Do, dans un rapport de Do à Fa, donc c'est ça le rapport entre Jupiter et la Terre, c'est un rapport de Do à Fa, le Fa a tendance à créer des harmoniques dans des octaves inférieures, des tons plus graves. Écoutez. Est-ce que vous sentez une sorte de vibration dans des octaves plus basses? Vous sentez? C'est même possible de le sentir dans son ventre. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant que Fa soit Jupiter, parce que je vous disais tout à l'heure que pour avoir des fréquences en nombre entier, on était obligé de considérer le Fa comme un Do, entre guillemets, c'est-à-dire à une valeur de 1. De considérer Fa comme la note fondamentale. Et on sait quelle place tient Jupiter dans le système solaire, c'est la plus grosse planète. C'était chez les Grecs le dieu qui était après le responsable de toute la hiérarchie. Et donc, j'ai remarqué en travaillant un peu que c'est lui qui va le mieux avec toutes les autres fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui sont vraiment très très dissonantes, mais Fa s'accorde bien avec tout le monde. Quasiment. Je vais... Donc là, je joue le Fa. Je le joue en fondamental. Vous voyez, là, j'ai joué révolution de Mars, révolution de la Terre, révolution de Vénus, rotation de Vénus. Enfin, tous les sons que vous entendez sont des sons de ces fréquences de tableau. Et on voit comment Jupiter n'est pas dissonant avec aucun de ces sons-là. Alors, quand je dis dissonant, vous pouvez dire « Oh non, ça ne sonne pas très très bien » parce que nous, on a l'habitude d'entendre des jolies quartes, des jolies quintes, des jolies tierces, enfin, des trucs très très bien faits. Là, on peut avoir des intervalles qui sont un peu plus courts ou un peu plus longs. Mais écoutez bien. Intéressant, n'est-ce pas? Je peux presque jouer de la musique, alors que toutes mes notes sont, entre guillemets, désaccordées. Elles sont accordées sur ces fréquences-là. Juste, je prends votre temps, il est 19h15. Écoutez ça, c'est entre... Alors, 40, hop, 41. Et celle-là, c'est... Donc c'est entre la rotation de Mars et la rotation de Jupiter. Attention, je vais jouer. Alors, je vais le mettre comme ça sera plus facile à entendre. Hop là, non, je me suis trompé. Mais c'est ça que j'ai pas fait. Hop. Voilà.
Ça, c'est un intervalle qui n'existe pas dans la musique. C'est pas tout à l'heure, Mercure, c'était une quinte parfaite. Ça, c'est pas un truc parfait. Et pourtant, c'est joli. Il y a quelque chose qui va bien. Ces deux fréquences vont bien ensemble. Alors, je vais conclure, et puis après, si vous voulez, ou si vous en voulez plus, mais s'il y a des gens qui veulent partir, je vais conclure. Alors, que retenir de ce tableau avec plein de chiffres là? Ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que quasiment toutes les fréquences de rotation des planètes, vous voyez, 486, 289, c'est très proche de 288. 433 au lieu de 432, 256 ici. On en a d'autres. 378 aussi, c'est un nombre qui est très proche. Toutes ces fréquences de rotation correspondent de très très près aux fréquences de la gamme de 432 de Pythagore, que je vous ai montré avant. Alors c'était des nombres entiers, c'était des nombres tout ça, mais là on a des nombres qui s'en rapprochent vraiment, c'est impossible de faire la différence entre la fréquence 288 et 289,28. Et c'est assez intéressant de voir que les fréquences de rotation de quasiment toutes les planètes se rapprochent comme ça de la gamme sacrée de Pythagore qui disait qu'il entendait les sons des planètes. Une autre chose, ça à dire quand vous êtes dans des repas et que vous voulez passer pour quelqu'un de très intelligent, Mercure fait sonner une quinte parfaite entre sa fréquence de rotation et sa fréquence de révolution. Ça, si vous sortez ça, après vous avez le droit à tous les petits fours. Je veux dire, tout le monde, voilà, tout le monde vous laisse sa part de pizza et tout ça, quoi. Faut bien l'apprendre, par contre, faut pas se tromper, quoi. Voilà. Faut le dire en grec, voilà. Là, c'est, on vous donne de l'argent. Alors, et la dernière élément, que c'est vraiment, si vous repartez de là avec ça, au moins, c'est déjà super. C'est malgré que nous percevons comme faux les notes, les fréquences que je vous ai jouées. Certaines, vous dites, ouh là là, c'est pas habituel. Elles correspondent à des fréquences réelles qui existent dans notre système solaire et qui correspondent au maintien de notre système solaire. Pourquoi j'utilise ce mot maintien? C'est parce que c'est à travers ces temps de révolution et de rotation que tout ça tient, quoi, hein. Je veux dire, si les planètes tournaient à des vitesses et avaient des rotations sur elles-mêmes et des vitesses totalement aléatoires, tout se barrerait en couilles en moins de 2, quoi. Ah, pardon. Non, mais voilà, c'est parce que on n'est plus dans le temps de la conférence, donc je me permets. Oui, c'est enregistré. Donc, non, mais juste pour terminer, John Martineau a commencé on a introduit la première conférence samedi matin sur l'univers conscient et la notion de réglage fin de tout notre univers. Mais ce réglage fin, il passe par ces fréquences-là. Et c'est intéressant de se poser la question de quelle musique, avec quelle fréquence on rentre en relation avec ces choses-là. Parce qu'on parle de musique sacrée, de chanter et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on comprend exactement de la musique? Qu'est-ce qu'on en comprend dans son impact réel dans notre monde? Ça peut être très très joli, on peut trouver ça merveilleux d'écouter un morceau de Bach ou de Mozart, mais si vous l'entendez jouer sur un piano qui est dans des gammes tempérées, ça va être joli uniquement parce que vous connaissez par éducation ces notes-là. Alors après, le rythme et les intervalles et tout ça, ça peut être très beau, mais les fréquences des sons que vous entendez ne correspondent pas à une réalité de notre système solaire. Et écoutez quand même, quand je joue juste
les 5 premières notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai joué la gamme tempérée. Alors, bah, comme ça, vous allez pouvoir entendre la différence. Alors, c'est mon Mi. Je me suis encore trompé. Non, non, je ne suis pas dans les planètes. Excusez-moi, j'avais un super effet que j'ai raté. Fa 85. Sol 74. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'intervalle? Donc je vous rappelle que je viens jouer uniquement des fréquences qui correspondent à la rotation ou à la révolution des planètes. Intéressant, non? De voir que cette musique qu'on nous joue dans certaines cultures plus traditionnelles, elle doit vraiment être reliée à quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on peut avoir tendance à écouter aujourd'hui. Non, mais c'est sérieux. Il y a un livre qui s'appelle Tout savoir sur la gamme tempérée et pourquoi vous devriez vous sentir concerné. Parce qu'effectivement, notre gamme tempérée, elle peut être pratique. Je ne remets pas en question Bach et tous ces gens-là. Mais c'est important de savoir exactement ce qu'elle a comme effet sur nous. Et si on est dans une recherche d'autre chose, ben, on ne peut pas se contenter de ça, quoi. Voilà. Bien, mais je vous remercie. Je suis désolé d'avoir pris plus de temps.